Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. La dernière grande bataille parlementaire avant les présidentielles a débuté cet après-midi au Palais Bourbon. Au cœur du débat, la moralisation des rapports entre la politique et l'argent. Apparemment, le consensus politique des premiers jours a volé en éclats. Dans quelques instants, ambiance et commentaires en direct de l'Assemblée nationale. Un agent des services secrets français assassiné à Beyrouth, Jacques Mérin a été abattu par deux inconnus. C'est le troisième attentat contre des Français en 3 mois dans le secteur chrétien de Beyrouth. Une carte bancaire à puce révolutionnaire mise au point en secret par le japonais Toshiba avec le groupement Visa. Dommage, c'est les Français qui avaient inventé le procédé il y a 14 ans. Football, une équipe de France profondément remaniée pour affronter la Suisse ce soir à Toulouse. Colère de l'ex-capitaine Luis Fernandez, il est écarté au profit d'Amoros. Pour Marcel Font, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Un Français tué ce matin dans le secteur chrétien de Beyrouth, un secteur qui est contrôlé par la milice des forces libanaises. Pour l'instant, l'assassinat n'a pas été revendiqué, mais l'on vient d'apprendre que la victime, Jacques Mérin, était un agent des services secrets français, un agent de la DGSE. Mérin a été abattu quelques minutes seulement après avoir rencontré le directeur de la sécurité générale de Beyrouth, Gilles Rabin. Le jeune agent des services secrets français a été tué dans une rue d'Achrafieh, le cœur du Beyrouth chrétien, au moment où il montait dans sa BMW. 3 balles tirées à bout portant avec un pistolet muni d'un silencieux. L'agent secret français Jacques Mérin sortait du bureau du directeur de la Sûreté Générale à Beyrouth-Est, Jamil Némé, avec qui il venait de s'entretenir. Ce qui semble indiquer que cet agent français était agréé à un bon niveau. On ne sait pas encore ce soir quelle était la nature exacte de sa mission, ni depuis combien de temps il était en mission à Beyrouth. Au ministère de la Défense, à Paris, on se refuse ce soir à confirmer ou à démentir, et on rappelle que depuis 2 ans, le ministère ne fait pas de commentaires sur les activités vraies ou fausses des agents vrais ou faux de la DGSE, où qu'ils soient. Nous vous l'annoncions dès hier soir, la libération de Virginie et Marie-Laure, les 2 petites Françaises détenues par le groupe Abou Nidal, a été différée. Leur mère, qui est aussi, vous le savez, retenue en otage, refuserait de les laisser partir. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui dans une cassette vidéo qui a été rendue publique par ses ravisseurs. Dans cette cassette, 2 autres otages reconnaissent avoir eu des liens avec les services secrets israéliens. Pascal Deschamps. Mes enfants vont très bien, mais je veux les garder avec moi. Un message lu sous la contrainte qui vient à point nommé pour le groupe Abou Nidal. Si nous n'avons pas libéré Marie-Laure et Virginie, c'est que leur mère ne le veut pas. Et si nous ne libérons pas toute la famille, c'est parce qu'il s'agit d'un groupe d'espions à la solde d'Israël. Pour preuve, Abou Nidal diffuse les aveux, enregistrés dans les mêmes conditions, du compagnon de Jacqueline Valente, Ferdinand Houtkins. Il dit avoir été recruté par le Mossad et vouloir attirer l'attention de l'opinion sur les activités des services secrets israéliens. Je crois qu'on ne peut pas prendre sérieusement en compte des propos qui sont prêtés à Madame Valente, qui est otage, ni non plus, bien entendu, les aveux qui lui ont sans doute été arrachés, ainsi qu'à ses compagnons. Je voudrais surtout rappeler qu'il y a parmi les 9 otages 5 enfants mineurs. Je ne vois pas comment 5 enfants mineurs, accompagnés de parents qui n'ont jamais été mêlés de près ou de loin à la politique, pourraient être sérieusement accusés d'avoir fait de l'espionnage au bénéfice d'Israël. Derrière cette parodie d'interrogatoire, le message est clair. Aucun otage ne sera libéré dans l'immédiat. Voilà qui jette un doute sur l'efficacité de la mission de Lucien Dieterlin, qui avait annoncé la libération des 2 fillettes avant le 31 janvier. À Beyrouth, depuis hier soir, il compte y rester encore 1 ou 2 jours pour trouver une solution humanitaire mais aussi politique à cette affaire. Dans les territoires occupés, légère accalmie après la flambée de violence des jours derniers, mais la tension, vous allez le voir, est toujours très présente. Hier soir à New York, les Américains ont opposé leur veto à une résolution de l'ONU sur le conflit israélo-arabe. Cette résolution, approuvée par les autres membres du Conseil de sécurité, demandait à Israël de respecter ses engagements humanitaires internationaux. Avant de quitter Paris ce matin, M. Moubarak a déclaré que le veto américain ne s'imposait pas.
Cette décision, a-t-il dit, ne va pas contribuer à calmer la situation. Je vous rappelle que le président égyptien, M. Moubarak, milite inlassablement pour obtenir une trêve et la mise en place d'une conférence internationale pour mettre fin aux affrontements. La confirmation des missiles Stinger de fabrication américaine se trouvait bien sur les vedettes rapides iraniennes coulées en octobre dans le golfe Persique. Pour en être sûr, les Américains ont localisé l'épave d'une vedette avant de la remorquer. Cette fois, il n'y a plus aucun doute, restait à savoir par quelle filière l'Iran avait pu se procurer les missiles. Là encore, on est fixé. Jérôme Bonny. 8 octobre 87, des hélicoptères américains neutralisent 4 vedettes iraniennes qui venaient de tirer sur l'un d'entre eux à 15 000 de l'île de Farsi. Sur l'une des vedettes, ils trouvent des éléments de missiles Stinger. Découverte inquiétante, car ces missiles sol-air légers de fabrication américaine sont particulièrement efficaces. Ce sont eux qui ont complètement bouleversé le rapport de force dans le conflit afghan en 87, en permettant aux Moudjahidines d'abattre en moyenne un appareil soviétique par jour. À la mi-janvier, les soupçons du Pentagone se confirment. L'une des vedettes iraniennes, coulée dans le Golfe, est localisée, renflouée grâce à des ballons et embarquée dans le Mount Vernon de la flotte américaine. Dans la vedette, un lanceur de Stinger. Comment est-il arrivé là? Très probablement par la filière afghane. Une quinzaine des quelques 600 Stinger livrés en 87 à la résistance afghane est, semble-t-il, tombé entre les mains des Iraniens, rachetés à des Moudjahidines ou confisqués sur la frontière irano-afghane pour être envoyés sur l'île de Farsi. Équipés de missiles Stinger, les vedettes iraniennes deviennent une menace permanente pour les hélicoptères opérant dans le Golfe. À Washington, cette découverte relance les arguments de ceux qui ont toujours été opposés à la livraison d'armes sophistiquées aux Afghans. C'est toute la stratégie américaine dans le secteur qui est remise en cause. Depuis cet après-midi, les députés s'attaquent donc à l'un des plus beaux serpents de mer de la vie politique française, à savoir la moralisation des rapports entre la vie politique et l'argent. C'est la multiplication des affaires dont on a beaucoup parlé qui a visiblement convaincu le président de la République, puis le Premier ministre, de doter la France d'une législation en la matière. Alors sur le fond, tout le monde est presque d'accord, presque, car il y a des nuances. Le problème, c'est que le consensus politique des premiers jours est en passe de voler en éclats. À l'Assemblée, ambiance et commentaires avec Daniel Brem et Pascal Guimier. Un début de débat plein d'arrière-pensées au Palais Bourbon. Sur le fond, plutôt la grimace, mais chacun se force à faire bonne figure, même si le cœur n'y est pas tout à fait. Le gouvernement, en tout cas, joue l'ouverture grand angle. Messieurs les députés, à vous de jouer. Ces projets seront ce que vous en ferez. Laissons le temps et l'expérience faire aussi leur œuvre. Rien ne nous interdit, plus tard, d'améliorer, compte tenu de l'expérience, les dispositions prises et de poursuivre l'édification d'un temple jamais achevé qui est celui de la morale publique. D'accord, reconnaissent les socialistes, ce sera toujours mieux que rien. Un texte, quel qu'il soit, aura au moins le mérite d'exister. Mais attention, danger, notre bonne volonté a ses limites. Bien sûr, si personne ne veut faire de concession, si aucun amendement socialiste n'est accepté, si on accepte tous les amendements les pires venant de l'UDF, alors nous ne pourrons pas voter ce texte. Nous souhaitons pouvoir voter un texte. Justement, rétorque le président du groupe RPR, refuser les déductions fiscales pour les dons privés, c'est remettre en cause les efforts qu'a fait toute la majorité en faveur d'un financement public exigé par la gauche. Il ne faut pas que les socialistes s'imaginent que nous voterons pour eux des mesures qu'ils refuseront de voter. C'est-à-dire des déductions fiscales pour les donateurs auxquelles tient ferme l'UDF, enfin, pas au point de mettre en péril la cohésion de la majorité. L'enjeu aujourd'hui, à la veille d'une campagne présidentielle, est trop important pour la majorité pour qu'elle puisse se dissocier, même sur un texte que nous considérons comme peut-être un peu hypocrite. Le Front National hésite toujours, le Parti communiste, lui, refuse tout en bloc. Ce qui est sûr, c'est que les projets seront bel et bien votés. Sous quelle forme et par qui? Là réside en fait tout l'intérêt de ce petit jeu parlementaire à 12 semaines de la présidentielle. Et quand on parle du financement d'une campagne, on jongle, vous le savez, volontiers avec les millions de francs. Mais concrètement, face au tourbillon des billets de banque, on manque visiblement de références. Pour y voir un peu plus clair, Laurent Boussier nous propose le devis d'une campagne, clé en main, pratiquement.
De l'argent, encore de l'argent, dans une campagne électorale, tout est cher, et aujourd'hui, pour 100 briques, t'as plus rien. Une simple addition suffit pour le prouver. Les meetings, 10 grands-messes nationales, 30 réunions régionales, il faut compter 60 millions de francs. La publicité, presse, radio, télé, affichage, en 2 grandes vagues au début et au milieu de la campagne, là aussi, 60 millions de francs. Les locaux, location d'immeubles, matériel personnel, état-major permanent, 10 millions, incompressibles. Le Tour de France et des départements d'outre-mer, les déplacements, les transports, 10 millions, impossible de faire moins. Reste encore le matériel de campagne, les journaux, les gadgets, les livres, 50 millions au bas mot. L'audiovisuel, le courrier collectif, les mailings, le Minitel, 35 millions. Enfin, les faux frais, service d'ordre, imprévus ou opérations discrètes destinées à déstabiliser l'adversaire, entre 10 et 15 millions, là c'est plus flou. Il n'empêche, 230 à 250 millions que n'ont évidemment pas tous les candidats. 100 millions pour un grand candidat, c'est pas beaucoup, parce qu'il faut qu'il s'occupe de ses militants, qu'il les fasse travailler, il faut qu'il fasse des meetings, il faut qu'il fasse une campagne nationale. En revanche, pour un petit candidat, c'est beaucoup, parce qu'il va axer tout son effort en faisant des beaux matériels audiovisuels qu'il pourra diffuser, si cela est permis, dans le cadre de la campagne officielle. Chacun aura ses problèmes, et ça sera au conseiller en communication de procéder au bon choix. Chez nos voisins européens et surtout aux États-Unis, ces campagnes sont encore plus chères. Ça n'est pas une excuse, mais c'est peut-être ça aussi le prix de la démocratie. Présidentielle 88, une seule petite phrase aujourd'hui. Elle est signée Raymond Barre, l'ancien Premier ministre qui était en fin de matinée à Versailles, prend ouvertement à partie M. François Mitterrand qui l'accuse d'avoir pratiqué le coup d'État permanent de 81 à 86. Raymond Barre fait allusion visiblement au livre de François Mitterrand qui s'en prenait aux institutions et au général de Gaulle en 1964. Ce livre était précisément intitulé « Le coup d'État permanent ». Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous parlerons économie. La publicité sur les disques autorisés à la télévision. Jacques Chirac l'a annoncé aujourd'hui. Après la baisse de la TVA, cette mesure vise à promouvoir le disque actuellement en pleine crise. En 8 ans, les ventes ont baissé d'environ 40%. Menace de marée noire au large de la Bretagne, le plan Polmar a été déclenché pour faire face au risque de pollution provoqué par un pétrolier italien. 3000 tonnes de fioul se sont échappées du navire. Des nappes d'hydrocarbures ont été repérées au nord de Brest. Obsèques du policier tué jeudi dernier à Toulon par le mystérieux André. Robert Pandreau a exprimé son indignation, rendant hommage au courage de la victime. L'autre policier blessé lors de l'interpellation ratée témoigne. Son collègue a été achevé d'une balle dans la tête par le malfaiteur. Rapidement, 2 informations qui viennent de tomber sur les Telex. Arrestation d'un suspect qui pourrait être Dédé André, l'assassin d'un policier français récemment à Toulon. L'arrestation s'est déroulée à Zurich. Pour l'instant, on n'a aucune certitude quant au nom du suspect qui a été arrêté en fin d'après-midi à Zurich. Un homme a été tué par la police à Marseille lors d'une altercation cet après-midi. Monsieur Pandreau, le ministre délégué à la sécurité, a immédiatement saisi pour une enquête la direction de l'inspection générale de la police nationale. C'est tout ce que l'on peut dire ce soir sur ces 2 affaires. Des cartes à puce, bientôt de retour en force dans l'Hexagone. Je m'explique. Il y a quelques années, un ingénieur français mettait au point des cartes intelligentes dotées d'une petite mémoire. À cette époque-là, quelques expériences locales étaient tentées, apparemment sans grand succès, sans grand résultat. Aujourd'hui, les Japonais relancent le système par l'intermédiaire de Toshiba et de Visa. Bilan, l'invention française risque de faire un malheur sous un autre label. Le problème n'est malheureusement pas très nouveau. Elisabeth Ezé. La petite bête qui monte, c'est la puce. Mais il en existe de différentes espèces. La dernière apparue se cache dans une carte plus intelligente que les autres. Au recto, rien de particulier, mais au verso, vous le voyez, un clavier de calculatrice et un écran. La puce peut contrôler le code du porteur, le montant de son compte bancaire et déduire retrait d'argent et achat. Une petite révolution, mais pour l'instant, chez Toshiba et Visa, on travaille dans le secret. On prépare une phase d'essai, puis la mise en service progressive de la carte au Japon, puis aux États-Unis et en France dans 4 ans. 4 ans, ce n'est pas long pour rattraper notre retard. Nous avions pourtant lancé la carte à puce française, la célèbre CP8, inventée par Moreno il y a 14 ans. Depuis, seulement 3 millions de cartes en service. Les Japonais, eux, vont vite, mais apparemment, on ne s'en inquiète pas. Aujourd'hui, la voie sur laquelle nous travaillons la plus intensivement consiste à prendre les cartes telles qu'elles existent et à développer des petits lecteurs de poche
qui permettrait à ce moment-là de lire non pas certaines cartes qu'aurait ce dispositif, mais de lire toutes les cartes. Simplicité, sécurité, moindre coût côté français. Mais attention, le produit concurrent est attrayant malgré sa complexité et son prix. Quant à l'enjeu, il est de taille, des dizaines de milliards de francs à l'aube de l'an 2000. Le vent tourne à la Bourse de Paris pour la deuxième séance consécutive. L'indicateur de tendance est à la hausse, plus 2,08% en clôture aujourd'hui. Au Palais Brongniart, la COB, la Commission des opérations de bourse, fêtait aujourd'hui son anniversaire. C'était le 20e anniversaire. La COB, c'est en quelque sorte le gendarme de la bourse. C'est elle qui est chargée de faire respecter le droit des actionnaires en leur donnant les bonnes informations. Travail difficile, d'abord parce que les temps sont durs, vous le savez. Ensuite parce que ses moyens ne sont pas toujours adaptés à l'immensité de sa tâche. Édouard Balladur, le ministre des Finances, a donné le ton tout à l'heure. Ceux qui agissent à l'encontre des règles de déontologie ou ceux qui ne se montrent pas suffisamment vigilants dans les risques qu'ils prennent doivent être sanctionnés. Il était temps qu'Édouard Balladur adresse une mise en garde aux professionnels dans un marché financier agité par de multiples affaires, voire la fantastique escroquerie dont vient d'être victime la COGEMA. La Commission des opérations de bourse, gendarme du marché, n'échappe pas à la tourmente. Composée de 5 membres, elle a en principe pour mission de protéger les petits épargnants, d'abord en s'assurant que les sociétés cotées leur fournissent une information suffisante, ensuite en surveillant la régularité des pratiques boursières. Mais voilà, la COB a de plus en plus de travail, avec le développement de l'actionnariat et des nouveaux instruments financiers. Mais pour autant, ses moyens d'action n'ont pas été vraiment renforcés. Peu de personnel, une centaine d'experts seulement, et aucun pouvoir de sanction. La COB n'est pas un tribunal, contrairement à sa grande sœur américaine. Je crois qu'il faudrait qu'elle soit dotée de moyens supplémentaires, qu'elle soit dotée de moyens budgétaires, qu'elle soit dotée de moyens en hommes et en personnel. Les problèmes, voire les scandales, se sont accumulés ces derniers temps, touchant au cœur un milieu financier en pleine révolution. Lourdes pertes sur le matif, avouées ou non, charges d'agents de change mises publiquement à l'index. La COB est donc sur la sellette. Elle devra s'adapter à un marché de plus en plus ouvert et déréglementé. Un code de bonne conduite clair s'impose. L'arrivée à maturité de la Bourse de Paris en dépend. La psychose du sida, une nouvelle fois à la une de l'actualité. Un sondage Sofres réalisé dans la région Île-de-France nous apprend que les Parisiens ont une vision souvent erronée de la transmission du virus du sida. Certaines idées reçues ont la vie dure. Réflexion autour de 3 idées fausses. Alain Labouze, Jean-Daniel Flézaquier. À côté des informations scientifiques bien établies, il existe en matière de transmission du sida des rumeurs aussi tenaces qu'infondées. Exemple. Dites donc, il paraît qu'on peut attraper le sida en donnant son sang. Plus de la moitié des Français en est convaincue. C'est faux, parce que le matériel de prélèvement ne sert qu'une seule fois et est donc changé pour chaque donneur. Mais on m'a dit qu'on risquait de l'attraper en allant chez le dentiste. 4 Français sur 10 le pensent, mais là encore, ils ont tort. Les dentistes stérilisent leur matériel à une température à laquelle aucun virus au monde ne peut résister. Les acupuncteurs prennent d'ailleurs les mêmes précautions. Oui, mais par la salive, en buvant dans le même verre ou en embrassant quelqu'un de malade. Risque nul. Jamais ce mode de transmission n'a pu être incriminé. Tout le reste, piqûres de moustiques, baignade en piscine et l'éternel alibi des sièges de toilettes publiques relève du fantasme et n'a donc aucune réalité scientifique. Rien ne justifie donc les demandes d'exclusion des personnes porteuses du virus, que ce soit dans leur milieu de travail ou dans les écoles. Voilà, je vous rappelle une dernière fois que le virus du sida ne peut se transmettre que lors des relations sexuelles ou par voie sanguine chez les toxicomanes qui échangent leurs seringues. Le sport, Jean Mamère, on commence par le football. Alors rien ne va plus dans l'équipe de France. Hein, le capitaine se retrouve sur la touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les mauvais résultats. On a tiré les conséquences du mauvais match contre l'Israël. Il y a 5 changements dans cette équipe, pas moins. Alors Fernandez, capitaine d'hier, se retrouve sur la touche. Touré ou Bellone aussi sont sur la touche. Amoros, qui jouait la semaine dernière, se retrouve capitaine cette fois-ci. Et il retrouvera des joueurs avec lui comme Ferreri, Stopira et Farjan. C'est une équipe New Look, peut-être pour créer ce fameux choc psychologique dont l'équipe de France a tant besoin. Une équipe de France qui connaît bien sûr depuis quelque temps bien des problèmes, et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que tout ne tourne pas rond dans cette équipe. Tout commence par là. Poulain, Fernandez ne trouvent pas leur marque, le choc n'est pas celui escompté, l'équipe de France se retrouve sur le derrière. Et ce n'est pas le but de Racro, marqué contre l'Israël, qui peut gommer tous les problèmes. Cette tournée à l'étranger devait permettre de réformer un groupe, c'est un échec.
L'osmose ne s'est pas faite. Fernandez écarté, blessé dans son amour-propre et décidé à prendre du recul. Amoros, le capitaine de ce soir, dénonce la querelle des anciens, toujours motivés, contre les modernes, blasés avant l'heure. Peut-être une simple question de gros sous, tant l'écart de salaire perçu par un joueur dans son club et la prime touchée pour un match international est important, mais cela n'explique pas tout. Si la France veut sortir grandie de ce match contre la Suisse ce soir, elle doit lutter et battre le rappel de toutes ses forces vives. En ce sens, le match contre l'URSS a été exemplaire, mais il faut cette fois faire mieux que match nul et surtout marquer les buts. Ça a joué à titre double ce soir. On avait été battu par les Suisses l'année dernière, 2-0. On avait été battu. Disons que le problème, c'est qu'en 11 matchs, eh bien, la France n'a qu'une victoire pour 4 nuls et 6 défaites. C'est très peu et ce soir, ça serait très mal interprété, ne serait-ce même qu'un simple match nul contre la Suisse. Dans un autre répertoire, on reparle d'un ex-grand du football, Floridinalo. Floridinalo qui a été incarcéré à la prison de Lyon. Il poursuit une grève de la faim. Il a été incarcéré pour une affaire de trafic de carte bleue. Et il a entamé une grève de la faim en compagnie de son épouse et cela continue. Alors nous allons le voir, le magasin de Floridinalo risque d'être fermé encore pendant longtemps. Son propriétaire est en prison. Il a demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire, cela a toujours été rejeté. Dinalo ainsi que ses enfants aujourd'hui se déclarent prêts à jeûner si le dossier n'est pas étudié rapidement. L'idole du football d'hier se retrouve aujourd'hui bien isolée dans une affaire pour le moins douteuse, à défaut d'avoir été juteuse auparavant. Merci Jean, vous n'avez pas peur des fantômes vous? Non, pas du tout, pour l'instant je n'en ai jamais rencontré. Restez avec nous. Dans la région de Montpellier, l'esprit frappeur ne répond plus. Il faut dire que depuis quelques semaines, il a bien nargué les villageois, les scientifiques et les gendarmes, à tel point que les gendarmes ont appelé à la rescousse un parapsychologue. Bilan de l'opération, le phénomène serait, écoutez bien, de type psychokinèse, c'est dire qu'il est né de l'action de la pensée sur la matière. Pas facile, hein. Bizarre, enquête d'Henri Bodiguel. Cette longue bâtisse, une ancienne bergerie transformée en résidence, c'est la maison hantée de Vaillocès, un village situé à quelques kilomètres de Montpellier. Depuis 3 mois, la famille Boudon, un couple et son fils, est réveillé pratiquement chaque nuit, toujours entre 23h et 1h du matin, par des coups parfois sourds, parfois violents, qui se répercutent dans les murs de la maison. Au départ, lorsqu'on les entend très loin, ils sont très sourds lorsqu'ils arrivent, mais lorsqu'ils se trouvent à proximité de notre appartement, si on peut dire, ici, c'est très fort. Et on le situe très bien. Mais, si nous descendons au garage, d'où on pense que le bruit démarre, quelquefois on l'entend, quelquefois on ne l'entend pas. Alors, un géologue et un professeur de parapsychologie sont venus. Est-ce que vous êtes convaincu par leur tentative d'explication? Pas tout à fait. Tout le monde a rigolé, mais j'ai eu l'impression que le poids d'une dalle qu'on lâchait, qui retombait. Mais avec une forte résonance métallique. Oui, ou disons un tonneau qui pète, quoi. Pour le géologue, le bruit vient du sol, mais ce n'est pas un bruit de la terre. Quant au parapsychologue, il invoque la psychokinèse, autrement dit, une action de la pensée sur la matière. Dans un cas comme dans l'autre, on se réfugie dans l'abstraction pour expliquer des faits concrets. Reste alors la malveillance ou la mauvaise plaisanterie qui permettrait de comprendre ces phénomènes sans aller chercher dans l'irrationnel. Dans un premier temps, l'enquête a écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance, puis l'hypothèse d'une farce pouvant être commise par un tiers. Et voulant toujours rechercher cette origine, nous avons donc fait appel, avec l'accord du propriétaire, à des spécialistes. En attendant les conclusions de ces spécialistes, la famille Boudon continue à supporter ces mauvais coups venus d'ailleurs. Mais quand le seul esprit ne permet plus de résoudre les énigmes, autant s'adresser directement au Saint-Esprit. C'est pourquoi un exorciste doit venir visiter la maison au cours de la semaine. Ouais, nous vous tiendrons au courant. La météo, Laurent, l'eau n'en finit pas de monter depuis quelques jours. Effectivement, oui, les fleuves et les rivières ont l'humeur aqueuse en ce moment et plusieurs débordent largement, vous le voyez ici, comme la Garonne, le Lot, la Charente, la Marne, l'Aisne, l'Oise et la Seine. Des inondations ont gagné du terrain aujourd'hui dans des départements comme les Deux-Sèvres, la Vienne et le Val d'Oise. Alors que va-t-il se passer demain? Eh bien, nous avons une perturbation qui nous échappe, une autre qui arrive. Vous allez en juger, que d'eau, effectivement, la pluie n'en finit pas d'arriver. Vous voyez, cette dépression est ici.
c'est elle qui envoie cette perturbation que vous voyez là, avec des vents de sud-ouest qui vont dominer derrière cette perturbation dans le courant de la journée de jeudi. Nous n'en sommes pas là. Pour demain, donc, sur la couleur du ciel, voici donc la masse nuageuse qui arrivera vers le début de l'après-midi. Une autre masse nuageuse que je peaufine ici sur la façade est va s'en aller dans le courant de la journée en apportant de la neige en montagne à partir de 800 mètres et de la pluie en particulier en plaine, bien entendu. Et puis des vents qui restent quand même assez soutenus sur le littoral atlantique. Partout ailleurs, nous garderons un ciel d'alternance avec des averses sur la moitié nord et de belles éclaircies sur le littoral méditerranéen. Les températures, observez bien celles qui concernent votre ville, elles vont de 8 à 16 degrés, 16 pour la Corse, là voilà, avec un petit 9 degrés ici, c'est à Champ d'Oiseau, c'est un joli nom, c'est en Côte d'Or, alors que demain nous fêterons les Blaises et le soleil repliera ses rayons humides à 17h49. Voilà. Le cinéma est en deuil. L'acteur Marcel Bozzuffi est mort aujourd'hui à Paris à 59 ans. Bozzuffi, qui avait tourné notamment dans French Connection, s'était spécialisé dans des rôles de mauvais garçons. On le retrouve l'espace de quelques instants. Disparition de Marcel Bozzuffi, 59 ans, encore le cancer. Ce flic, ce tueur froid, cette forte tête à l'écran était à la ville la courtoisie même, la sensibilité, la modestie. Bravo. Presque aussi fort que ça, Sierre. Un jour, un steak, il faudra qu'on s'affronte sur la vitesse de tir olympique. 5 balles dans 5 silhouettes. En 8 secondes, 6 secondes et 4 secondes. Acteur aux multiples facettes, le voici dans Le Juge Fayard, Yves Boisset, 76, Bozzuffi a tourné dans une trentaine de films. Après 3 ans de Cour-Simon, avec son regard, sa voix, Bozzuffi se spécialise dans les durs, les cyniques. Gabin est les plus grands réalisateurs dès les débuts en 55. Depuis, il était même devenu l'un des rares acteurs français bien connus aux États-Unis, avec French Connection, Z de Costa Gavras ou encore Le Gitan de son ami Giovanni. Il faisait partie des gens très solides. Voilà. Il a joué des premiers rôles, il a joué aussi des seconds rôles. Je dirais même qu'il était très dangereux en second rôle pour le premier rôle. Parce que pour moi, c'était pas un second rôle, c'était simplement un grand acteur qui faisait croire à la situation qu'il interprétait. Et il avait comme ça cette espèce de masque qu'il avait du reste quand il était très jeune, qu'il a toujours eu. Je crois que Septembre 85, interviewé sur notre plateau, Marcel Bozzuffi et sa femme, Françoise Fabian, un beau couple, expliquaient sa passion des dramatiques et du théâtre. Exemple, leur création de la pièce Les gens d'en face. Il a dit que ça ne pouvait pas s'expliquer par téléphone. Encore un de ces témoins de Jéhovah, ou Dieu sait quoi. Pas star pour un sou, amateur de ping-pong et footballeur du dimanche, le grand méchant du cinéma français, Bozzuffi, pour ses fidèles, restera Bozzu. Il avait qu'à appeler Scotland Yard. À 20h30, soirée cinéma sur Antenne 2, à l'affiche La Gitane de Philippe de Broca avec Valérie Caprisky et Claude Brasseur dans les principaux rôles. Dernier journal vers 23h30 avec Aubry Edler. Demain, 6h45, n'oubliez surtout pas Télématin. À 7h, 7h30, 8h, Catherine Sellac et Marc Ottement vous présenteront les premiers journaux, les tout premiers journaux de cette journée. À 8h moins le quart, c'est monsieur Edgar Pisani qui sera l'invité des 4 vérités. Nous vous retrouvons demain soir à 20h pour votre journal. Bonsoir et merci de votre fidélité.